Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer c'est quoi une stratégie de test et c'est quoi un plan de test et c'est quoi la différence. J'ai reçu pas mal de questions sur le sujet et je me suis dit c'est le bon moment pour vous faire une vidéo très claire sur le sujet. Avant de pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit et d'ailleurs vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est en route vers les 5000 abonnés et j'aimerais que vous soyez parmi cette communauté. Abonnez-vous, à tout de suite. Là, pour répondre à la question, la différence entre la stratégie de test et le plan de test, on doit comprendre déjà c'est quoi une stratégie de test et c'est quoi un plan de test. Déjà, pour comprendre la stratégie de test, c'est un niveau plus haut par rapport au plan de test. Et c'est pour cela, normalement ici, c'est au niveau organisationnel et le test plan, c'est par rapport au projet. Là, je vais vous donner les définitions qui sont mentionnées au niveau de l'STQB, que ce soit l'STQB Fondation, et par la suite l'STQB niveau test manager. Comme ça vous aurez une idée comment l'STQB définit le test, la stratégie de test et le plan de test. Là, en vraie vie, lorsqu'on travaille pour les personnes qui ont déjà eu de l'expérience au niveau du domaine du test, là, ils vont retrouver des situations, parfois, soit qu'on n'a pas le plan de test, soit qu'on n'a pas la stratégie de test, soit carrément le plan de test, c'est ce qu'on trouve sur les ALM, par exemple HPALM, et ça n'a rien à voir avec le plan de test mentionné, demandé par la certification STQB ou ce qui est demandé par les standards au niveau du test logiciel. C'est pour cela, ils ont du mal, pour eux, le plan de test, c'est ce qu'on trouve sur les outils de management de test, et pour eux, la stratégie, c'est le document qu'on réalise au démarrage, et ça confond un petit peu ce qu'on est censé faire avec ce qu'on réalise au quotidien. Pour la définition de la stratégie de test, une stratégie de test fournit une description générale du processus de test, généralement au niveau du produit ou de l'organisation. D'accord? Ça se trouve que vous faites une stratégie de test au niveau de l'ensemble de l'organisation. Si vous travaillez l'ensemble de tous les clients ou vous avez un seul client, mais vous avez plusieurs sous-catégories, par exemple sous-projets, et là, vous allez travailler avec les mêmes outils, les mêmes environnements. Dans ce cas, vous pouvez faire une stratégie par organisation. Si peut-être, par exemple, pour une société X, il a plusieurs clients et chaque client préfère des environnements spécifiques, ou c'est pas que les clients préfèrent, mais selon le contexte du produit final du client, on utilise des environnements différents, des outils de test différents, et du coup, on a besoin d'une stratégie de test différente par rapport aux autres clients. Dans ce cas, on va faire une stratégie de test par produit. C'est pour cela, au niveau des sociétés, ça se trouve que vous avez une stratégie de test qui répond à l'ensemble de l'organisation, ou vous avez une stratégie de test par projet. Là, on va voir ce qui est mentionné plus détaillé lorsqu'on monte au niveau de niveau test manager. La stratégie de test décrit la méthodologie générale de l'organisation. Cela inclut la façon d'utiliser le test pour gérer les risques produits et les risques projets. Vous avez déjà vu pour les personnes qui ont eu la certification qu'on parle toujours de risque produit et risque projet. La séparation au niveau de test et les activités de haut niveau associées au test. Une même organisation peut avoir différentes stratégies pour différentes situations, telles que différents cycles de développement logiciel, différents niveaux de risque ou différentes exigences réglementaires. C'est ce qu'on a vu. Ça se trouve qu'on aura plusieurs stratégies, même si on travaille dans la même société, puisque un client X est différent d'un client Y. Là, pour les autres, là, je vais vous expliquer plus en détail par la suite. On est en train juste de voir les définitions et on va voir tous les détails des documents par la suite. La stratégie de test et les processus et les activités qu'il décrit devraient être en accord avec la politique de test. Il devrait fournir les critères d'entrée et de sortie génériques pour l'organisation ou pour un ou plusieurs programmes. Aussi, les critères d'entrée et les critères de sortie, on l'a déjà vu pendant la certification STQB.
Là maintenant, on passe aux définitions qui sont mentionnées par le GASC pour la certification STQB. Un plan de test décrit les activités de test pour des projets de développement et de maintenance. La planification est influencée par la politique et la stratégie de test de l'organisation, des cycles de vie et du développement et les méthodes utilisées. On va voir par exemple aussi pour le niveau supérieur, le plan de test maître. Il y en a deux, il y en a le plan de test maître et on a le plan de test par niveau. Et ça se trouve que vous faites que par niveau. Si vous faites pas par exemple l'intégration, vous allez faire juste pour tout ce qui est système, ou l'inverse, si vous faites l'intégration, vous n'allez pas faire système. Et là, le plan de test maître couvre tout le travail de test à faire sur un projet particulier, y compris les niveaux de test à mettre en œuvre, les relations entre ces niveaux et entre les niveaux de test et les activités de développement correspondantes. Le plan de test maître devrait aborder la façon de mettre en œuvre la stratégie de test pour ce projet. Le plan de test maître devrait être consistant avec la politique et la stratégie de test. Là, pour vous, ça se trouve que la théorie vous donne pas une idée claire qu'est-ce qu'on réalise en réalité. Mais là, je vais vous expliquer. Là, on a un projet. On travaille dans une société X et là, on a besoin d'établir la stratégie de test et le plan de test. Déjà, ils sont faits par qui? Ils sont pas faits par des personnes qui sont juniors. Normalement, c'est des test managers qui font la stratégie de test et le plan de test. Et ça se trouve que comme la stratégie de test englobe tout ce qui est méthode, tout ce qui concerne l'organisation, la société en général, ça se trouve que c'est pas une seule personne qui va travailler sur la stratégie de test. Et je vous explique. La stratégie, on mentionne comment on va rédiger une anomalie. Si on trouve une anomalie, quels sont les standards au niveau de notre société X pour créer cette anomalie. Par exemple, j'ai une société qui s'appelle qualité logicielle et là, j'ai des clients qui vont faire les tests. Et là, par exemple, lorsqu'on souhaite faire notre stratégie de test, on demande à tous les projets qui vont travailler au niveau de notre société de faire la même chose. Par exemple, si on trouve une anomalie, on doit impérativement noter le nom du client, par exemple, le projet X. Par exemple, on travaille sur, par exemple, avec la société Range Rover. Si on a trouvé une anomalie par rapport à le sujet de Range Rover, on va mettre entre deux accolades le nom du projet, par exemple Range Rover, et par la suite tirer et le nom de l'anomalie. D'accord, ça c'est juste l'exemple. Et par la suite, on va noter la description, on va noter la date, l'heure, les captures d'écran, avec quel outil on va capturer l'écran. Est-ce qu'on a le droit d'installer des outils? Sinon, on n'a pas le droit, on va noter tous les outils avec lesquels on va créer notre stratégie de test, avec lesquels on va réaliser nos projets. Par exemple, on a pris conscience, on a fait des réunions, on a vu pour nous qu'on va utiliser par exemple Squash TM. Et là, pour nous, on va utiliser tout au long avec tous les projets, on va choisir Squash TM. Du coup, on peut le noter au niveau des environnements du test. Une autre information entre les deux, entre stratégie de test et plan de test, la stratégie de test, une fois qu'elle est validée avec les personnes qui sont censées valider la stratégie de test, c'est rarement qu'on mette à jour notre document. Par contre, pour le plan de test, on peut le mettre à jour même tout au long du projet. C'est pour cela, pour la stratégie, quand est-ce que peut-être on va la modifier, supposons on n'utilise pas un outil de l'automatisation de test au niveau de notre organisation, et par la suite, on a pris un marché, on a gagné un marché, et par la suite, le client souhaite qu'on automatise les tests. Et là, dans ce cas, on va modifier au niveau de la stratégie, comme quoi on va choisir l'outil de test de l'automatisation de test. Par exemple, on va utiliser Robot Framework. Ça se trouve que si pour les autres projets où il y a un seul projet, peut-être on va le noter au niveau du plan de test, ou on va faire juste carrément stratégie de test spécifique pour ce client, ou carrément on va le noter au niveau du projet. Au niveau de l'organisation, c'est-à-dire on va le noter au niveau de la stratégie de test. Mais là, si on a plusieurs clients et chacun au niveau du client travaille avec un outil spécifique, dans ce cas, ça sert à rien de noter ça au niveau de la stratégie de test. Parce que au niveau de la stratégie de test, on va noter comme quoi on utilise au niveau de l'outil de management de test, on utilise Squash TM.
Et là, ça se trouve qu'on a un client avec lequel on utilise HPLM, un autre on utilise TestLink, un autre qui veut juste avec un outil spécifique, un outil interne au client. Du coup, ça sert à rien qu'on note quelque chose au niveau de la stratégie qu'on l'utilise pas. S'il n'est pas spécifique, s'il n'est spécifique que au client, soit que vous faites une stratégie au niveau pour ce projet, et là, normalement, en réalité, si on a quelques changements, même si on ne doit pas les noter sur le plan de test, on le note, parce que si pour juste l'outil de management de test, on va pas modifier la stratégie ou carrément de dépliquer la stratégie de test juste pour modifier l'outil. Mais là, à vous de gérer votre documentation comme vous voulez. La question qui va être posée aussi, c'est avec quel outil on réalise la stratégie et avec quel outil on réalise le plan de test. Vous pouvez réaliser votre document avec n'importe quel outil. Si vous avez un outil interne à votre société, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez utiliser Word, PowerPoint. Pour moi, Word, vous pouvez gérer quand vous voulez. Vous pouvez gérer la documentation et une fois qu'elle est versionnée, carrément, vous pouvez l'enregistrer au format PDF. On utilise PowerPoint, mais parfois pour PowerPoint, une fois qu'on veut noter plusieurs choses, ça devient illisible. On fait beaucoup de slides pour un petit peu, si on veut juste noter tous les environnements, tous les outils, tout ça. Parfois, on fait plusieurs slides. Or, si on fait avec Word, c'est une seule page et on note tous les éléments. Du coup, à vous de voir comment vous voulez réaliser votre documentation. Il n'y a pas une exigence comme quoi on l'utilise avec un outil spécifique. Aussi pour le projet, pour le plan de test, là, on note ce qui est spécifique au projet, d'accord? C'est pas spécifique à toute la société. Dans ce cas, on note aussi, si on va tester une évolution, on va noter les choses qu'on va tester. Ça, on le note sur le plan de test, ce qu'on va tester et les choses qu'on ne va pas tester, d'accord? Ça se trouve que moi, je fais la validation, je fais les tests fonctionnels. Et du coup, il y aura d'autres niveaux. Il y aura les niveaux unitaires, les niveaux d'intégration et par la suite, le niveau système et par la suite les tests d'acceptation. Du coup, moi, je fais les deux. Je fais les systèmes et je fais les tests d'acceptation ou la recette avec le client. Du coup, à moi de voir, soit que je fais un plan de test pour mon niveau, d'accord, par exemple, niveau système au niveau acceptation de test, ou pour moi, c'est pas la peine que je fasse deux. Du coup, on fait un plan de test pour notre équipe. Du coup, qu'est-ce qu'on est censé faire tester, qu'est-ce qu'on va pas tester, d'accord? Ça se trouve que aussi, nous, on travaille en interne, on a une équipe qui est en externe, d'accord? On a externalisé une partie de notre projet. Ça se trouve qu'au niveau de notre plan de test, je vais noter ce qu'on va tester, juste notre équipe, et par la suite, ce qu'on va pas tester, peut-être va être délégué à d'autres équipes. Je vais pas les noter au niveau de mon projet, c'est eux qui vont les noter au niveau de ce plan de test, sauf si je suis censée de faire le plan de test, même si c'est une société qui est externalisée, c'est nous qu'on fait le plan de test. Du coup, ça diffère d'une société à une autre. Comment on fonctionne? Ça se trouve, c'est nous qu'on prépare la stratégie de test, le plan de test, et on a une équipe externe qui vont faire juste la conception et l'exécution de test, d'accord? C'est nous qui on impose combien de tests va être fait, les scénarios qui vont être testés, avec quel environnement, avec quel outil de test, avec quel outil de gestion d'anomalies, et par la suite, eux, ils vont juste appliquer ça et ils vont commencer l'implémentation, la conception et l'exécution de tests. Si vous vous rappelez, pour les personnes qui ont déjà fait la certification STQB, il y a une partie de planification de tests, et il y a d'autres parties, par exemple la conception, l'implémentation et l'exécution et le bilan à la fin. Du coup, ça se trouve que nous, on a gardé la partie planification où on va faire la stratégie de test et le plan de test et on a sous-traité les autres, d'accord, pour une autre société. Mais lorsqu'on sous-traite cette partie, quand même, on a une partie parmi les tâches de test manager, comme quoi il va vérifier, il va suivre l'avancement du projet. Du coup, il va vérifier quand même, c'est l'autre équipe qui va faire la conception, mais au niveau de notre rôle, on doit faire le suivi de la conception, le suivi de l'implémentation de test, le suivi de l'exécution de test et aussi de vérifier le bilan de la campagne de test.
Mais là, pour revenir au plan de test, les plans de test, vous notez ce que vous allez tester et ce que vous n'allez pas tester. Aussi, vous allez noter aussi l'équipe, l'effectif. Est-ce que vous avez besoin des formations? Ça se trouve que c'est pour la première fois que vous allez travailler avec de l'automatisation de tests. Vous travaillez avec des personnes qui ne maîtrisent pas l'automatisation du test. Et là, vous avez besoin de passer vers l'automatisation. Du coup, on ne va pas vous laisser juste comme ça. On va vous dire à essayer d'effectuer l'organisation. Il va proposer comme quoi le client souhaite qu'on passe à automatiser une partie. Du coup, on ne va pas laisser l'équipe comme ça. On va proposer des formations. Du coup, ça, on le note au niveau du plan de test. D'accord? Toutes les choses qui sont organisationnelles, qui ne bougent pas, qu'on peut l'utiliser pour plusieurs entités, d'accord? Ou c'est juste, ils sont organisationnels, on le peut noter sur la stratégie de test. Et toutes les choses qui correspondent juste aux besoins du projet, on le note au niveau du plan de test. D'accord? Mais il y a des choses que l'on note pas au niveau de la stratégie de test. Par exemple, qu'est-ce qu'on va tester, qu'est-ce qu'on va pas tester, parce que ça, c'est quelque chose qui bouge. Du coup, ça sert à rien que l'on note au niveau de la stratégie. Et du jour au lendemain, à chaque évolution, on sait que c'est différent. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire. Là, au niveau de cette partie, on va voir les éléments qu'on doit mettre au niveau de notre stratégie de test. Certes, d'une société à une autre, vous allez trouver une différence, mais moi, j'ai fait exprès, j'ai pris les éléments qui sont mentionnés au niveau auprès de l'organisme GASC. Comme ça, c'est les standards du test logiciel. Et par la suite, selon votre société, vous pouvez s'adapter. Parce que moi, j'ai eu l'expérience, comme quoi j'ai travaillé sur une société où tous les éléments qu'on doit mettre au niveau du plan de test, on le met sur un document qui s'appelle stratégie de test. Et on ne fait pas un autre document qui s'appelle plan de test. C'est comme on peut dire, on a un seul document qui regroupe les deux, mais il n'y a pas tous les éléments nécessaires avec une partie stratégie, une partie plan de test, d'accord? Et j'ai vécu l'expérience où il y a une société, on ne fait pas de plan de test et on ne fait pas de stratégie. C'est directement depuis les spécifications, on commence à faire de la conception, mais vraiment, on ne sait pas est-ce qu'on est sur les bonnes directives. C'est pour cela, c'est mieux pour une société ou pour un test manager de prendre la décision de faire une stratégie de test et un plan de test. La stratégie de test, ça va être le référentiel pour les personnes qui travaillent déjà au niveau de l'équipe et aussi pour les nouveaux arrivants. Pour un nouveau arrivant, c'est pas la peine que je vais l'expliquer comment on rédige une anomalie, comment on fait la conception d'un cas de test et tout ça. Tout est documenté au niveau du document de stratégie de test. Là, au niveau de stratégie de test, on peut noter les techniques de spécification du test, comment on va rédiger nos tests, et la manière, parce que là, on a même des sujets qui sont réglementés où on doit mettre, par exemple, des préfixes au niveau de chaque sujet. On va voir tout ça en détail lorsqu'on va faire un cas concret. On va prendre un exemple sur lequel on va travailler. On va faire une stratégie de test et un plan de test. Du coup, on va voir aussi les standards qui sont obligatoires ou optionnels. Si vous travaillez sur un domaine qui est réglementé, par exemple le domaine de santé, domaine de transport, tout ça, ils ont des réglementations qui vont pas être mises à jour à chaque fois. Du coup, c'est mieux de les noter au niveau de la stratégie. Comme ça, tout le monde sait qu'on travaille sur un contexte qui a des réglementations qu'il faut les respecter. Par exemple, on ne doit pas utiliser les informations de client au niveau de la base de données de production comme jeu de données au niveau du test. Dans ce cas, on sait à la base qu'on ne peut pas restaurer la base de données de production et de l'utiliser comme jeu de données pour nos tests au niveau de notre plateforme de test. D'accord? Dans ce cas, c'est à nous de créer des jeux de données et non pas utiliser les tests, les données de clients. Ça, c'est un exemple. Mais il y a chaque domaine, on a beaucoup de réglementations. Une fois que vous commencez à travailler sur un domaine, vous savez à l'avance toutes les réglementations, les choses que vous devez pas les faire.
Là, il faut préciser, normalement, ce que j'ai mis ici au niveau de comme élément de la stratégie de test, c'est pas les éléments que vous devez les respecter à la lettre. Ça se trouve que vous allez supprimer quelques éléments. Ça se trouve que vous allez utiliser, rajouter d'autres éléments selon le contexte de votre société, le contexte de vos projets sur lesquels vous travaillez, aussi selon les clients avec lesquels vous travaillez. Parce que ça se trouve que vous travaillez sur une société qui a plusieurs clients, ou ça se trouve que vous travaillez chez un client final qui utilise, du coup c'est lui qui fournit des solutions pour des clients et il utilise un petit peu les mêmes environnements de test, les mêmes environnements de développement et aussi les mêmes outils de l'automatisation de test, quel que soit le client, parce que puisque c'est lui le client final, il fait la solution et c'est lui qui maîtrise qui fait quoi. Mais si on fait une prestation, parfois on accepte les recommandations du client. S'il demande un outil spécifique, on va le faire. Du coup, si c'est un outil qui est général pour l'ensemble de l'organisme, on va les mettre au niveau de la partie de la stratégie. Si c'est un outil spécifique au client, on va le noter au niveau de la partie de plan de test. Ici, au niveau de l'environnement de test, c'est par exemple, vous travaillez avec des machines virtuelles, vous allez utiliser des bases de données spécifiques, vous avez besoin des droits spécifiques. Dans ce cas, il faut les rajouter au niveau de la partie environnement de test. Comme j'ai dit, s'il est spécifique à un client final, il faut les rajouter au niveau de la partie plan de test. Et ça se trouve que c'est pour la première fois que vous allez travailler avec ces environnements. Il faut aussi demander les habilitations, combien de personnes il va travailler sur le sujet, la demande des habilitations, des identifiants de mots de passe avec tous les droits d'accès et aussi de confirmer le nombre de personnes qui vont travailler au niveau, pendant ce projet, pendant la durée X sur ce projet. Comme ça, il n'y aura pas de surprise le jour où on va faire la conception de test, l'implémentation, l'extraction des jeux de données, puisque les personnes, s'ils n'ont pas les accès, ils n'auront pas la possibilité d'accéder à l'environnement et du coup, on n'aura pas la possibilité d'extraire les jeux de données ni de commencer l'exécution du test. Et ça peut engendrer des retards de livraison. Là, le point que vous pouvez aussi ajouter au niveau de la stratégie de test, si l'ensemble de la société utilise l'automatisation du test, dans ce cas, vous pouvez noter comme quoi la partie de l'automatisation du test, aussi les bonnes pratiques, que ce soit même pour l'environnement du test, les bonnes pratiques pour accéder à un outil spécifique, l'automatisation du test, par exemple, qu'est-ce que vous recommandez lorsque vous faites l'automatisation du test, toute la stratégie que vous voulez les noter par rapport à cette partie, vous pouvez l'ajouter. Pour les outils de test, il faut noter les outils de test qui sont standards pour l'ensemble de la société. Par exemple, on a pris comme quoi on va utiliser Jira comme un outil de création d'anomalies. Dans ce cas, on note Jira comme un outil de la création d'anomalies. Du coup, pour tous les projets, on doit utiliser Jira pour la création d'anomalies. Supposons on a pris comme quoi X-Ray pour tout ce qui est campagne de test. Dans ce cas, on va noter pour la réalisation de la conception du test, pour tout ce qui est campagne de test, on va utiliser X-Ray. Le jour où on va changer un outil pour l'ensemble de l'organisme, on peut le changer au niveau de la stratégie de test. Si peut-être on veut le changer pour un client spécifique, dans ce cas, on peut le mentionner au niveau du plan de test comme quoi on a un client spécifique, on utilise un outil à part. Et là, par rapport à la réutilisation des livrables, on peut mentionner comme quoi pour chaque équipe, par exemple pour l'équipe de développement, s'ils ont fait des tests unitaires, s'ils ont utilisé des schémas, il faut par exemple les partager sur par exemple un outil, soit Google Drive ou SharePoint. Comme ça, le niveau suivant peuvent utiliser ces éléments qui peuvent pour vérifier qu'est-ce que l'équipe a pu tester, qu'est-ce qu'on a eu comme anomalie. On aura une vision globale sur qu'est-ce qu'on a pu trouver comme anomalie. Et ça peut être général sur quel que soit le niveau du test. Par exemple, pour chaque niveau de test, que ce soit les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests système et aussi les tests d'acceptance, on demande à la fin de chaque campagne comme quoi que chaque équipe nous fournit au niveau de SharePoint ou un outil partagé ou Confluence ou n'importe quel outil qui est utilisé par la société, tous les éléments, par exemple les preuves de test,
tout ce qui a confirmé qu'on a pu dérouler la campagne de test. Et on a eu, par exemple, le nombre de tickets OK, le nombre de tickets K. Aussi, ça rejoint la partie, tout ce qui est métrique, par exemple, les mesures de test et les métriques. Comme ça, on aura les livrables. Voilà la version qu'on a testée. Voilà peut-être les captures d'écran, si on a fait des vidéos par rapport lorsqu'on a eu des anomalies. Et aussi les campagnes de test qu'on a créées. Si on fait l'export vers Excel ou carrément juste on a un fichier, un document Word, on note par exemple la campagne, il se trouve où. Par exemple, si on utilise HPALM, on va mentionner le répertoire où notre campagne de test est située. On va noter qu'est-ce qu'on a testé, les tests qui ont été OK, les tests qui étaient K, ou pour les tests qui ont été K, les anomalies qu'on a créées. Tout ça, on note et carrément, on peut faire des templates prédéfinis. Comme ça, tout le monde peut respecter la même chose. Ça aide à quoi? Ça aide à avoir une visibilité au niveau de la qualité de produit. Si peut-être on a constaté qu'il y a eu pas mal de problèmes qu'on a pu trouver solutionner au niveau de la partie unitaire, on peut juger comme quoi la qualité est bonne. On va vérifier aussi par la suite est-ce que les intégrateurs ont eu aussi des problèmes. On peut voir qu'est-ce qu'ils ont testé au niveau des snapshots, qu'est-ce qu'ils ont constaté. Et aussi pour les tests système, lorsqu'ils ont fait les tests système, les tests de non-régression, pardon, qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat, ainsi de suite. Et aussi les tests d'acceptance ou la phase de recette avec le client, comment on a pu dérouler la recette, c'était quoi le résultat avec le client et c'était quoi le bilan. Du coup, on peut recommander, on peut informer que chaque niveau de test, à la fin de chaque livrable, il doit fournir un bilan avec tous les détails, avec aussi les preuves de test, les numéros de tickets qu'ils ont ouverts lorsqu'il y a des anomalies. Comme ça, on trace pour chaque niveau combien on a pu avoir d'anomalies, les tests qu'on a constatés qui sont OK, et ainsi de suite. Ça aussi pour les tests de confirmation, ça c'est lorsqu'il y a lorsqu'on a des évolutions, on a corrigé on a rajouté une fonctionnalité, on a corrigé des fonctionnalités, des problèmes qui existent déjà, on confirme que le problème a été corrigé et on fait les tests de non-régression pour savoir si le test de confirmation, est-ce que la fonctionnalité qu'on a rajoutée n'a pas impacté l'existant. Et ça, on peut mentionner au niveau de la stratégie, à chaque ajout d'une évolution, à chaque ajout de fonctionnalité, on peut faire les tests de non-régression où on peut savoir, on peut faire un arbitrage selon peut-être est-ce que l'évolution, selon l'impact de tickets qui était rajouté, tout ça, c'est des choses qu'on peut l'étudier. Et par la suite, on note au niveau de la stratégie les bonnes pratiques. Est-ce qu'à chaque test de confirmation, impérativement on fait un test de non-régression ou c'est juste peut-être pour les niveaux des tests de système et non pas peut-être pour les intégrateurs. Les intégrateurs, ils vont juste installer le Snapchat, vérifier que la fonctionnalité fonctionne et par la suite ils vont mentionner que tout est OK. Mais par contre, une fois qu'il est dans le niveau système, la personne qui va recevoir le livrable, ils vont faire les tests de confirmation et aussi les tests de non-régression. Et aussi pour les tests de non-régression, on peut les rejoindre aussi au niveau de la partie de l'automatisation du test. Si tous les tests de non-régression sont automatisés ou pas, comme j'ai dit, c'est une stratégie de test. Selon chaque société, il faut juste comprendre comment on le fait et par la suite, vous pouvez le faire comme vous voulez. Et là, pour le contrôle, le reporting, mesure, tout ça, c'est juste les extractions de l'avancement de chaque projet, combien il a eu d'anomalies, les preuves de test, comme j'ai dit avant. Pour la gestion des défauts, vous pouvez même mentionner une template que tout le monde doit le respecter. Par exemple, voilà comment on va noter le titre pour chaque anomalie. Qu'est-ce qu'on doit respecter, même si les standards ils sont déjà mentionnés au niveau de la certification XTQB. Mais pour simplifier la tâche à tout le monde, et non pas on ne va pas le demander d'aller vers le syllabus et vérifier comment on crée une anomalie. Dans ce cas, au niveau de la partie de gestion de défauts, on peut faire une template. On veut noter tous les détails qu'on veut que la personne, le testeur, lorsqu'il trouve une anomalie, il doit respecter ces critères. Par exemple, impérativement, il doit nous donner le numéro de version.
Il doit noter la date et l'heure, comme ça facilite la tâche au développeur lorsqu'il veut faire les vérifications au niveau des logs. Une description très claire sur le sujet, comme ça le développeur aura déjà une idée sur le problème et il peut avoir des pistes pour solutionner le problème. Si vous avez aussi des captures d'écran par rapport au message, par rapport où vous avez eu comment vous avez eu le problème, carrément si vous avez des captures d'écran, vous pouvez les rajouter au niveau de votre anomalie. Et ça se trouve que aussi vous devez ajouter le résultat attendu et le résultat souhaité, comme quoi qu'est-ce que vous devez trouver et qu'est-ce que vous avez trouvé. Là, en se basant sur quoi? Si vous êtes en agile, en se basant sur vos épiques, vos user stories. Si vous utilisez la stratégie de tout ce qui est non agile, vous devez, si vous utilisez les spécifications fonctionnelles, dans ce cas, en se basant sur ce qui est mentionné sur les spécifications fonctionnelles. C'est pour cela, cette partie est très importante lorsqu'on ajoute la partie de résultats attendus, parce que peut-être vous avez créé une anomalie que lorsqu'on va vérifier, c'est juste un faux positif, c'est-à-dire ce n'est pas une anomalie, mais peut-être juste l'environnement, il y a un problème, votre jeu de données n'est pas cohérent par rapport à ce que vous devez utiliser. Et dans ce cas, c'est pour cela il faut mentionner les deux. Qu'est-ce que vous devez trouver et qu'est-ce que vous avez trouvé? Comme ça, on peut rapidement faire les vérifications et trouver d'où vient le problème et le corriger. Dans ce cas, comme j'ai dit au niveau de la stratégie, on peut noter une template, comme quoi on doit les respecter. Par exemple, si on a plusieurs projets, par exemple, on travaille par exemple pour Range Rover, peut-être pour la BNP, tout ça. Pour chaque projet, on doit faire entre deux accolades le nom, par exemple, du client. Peut-être BNP, deux accolades et par la suite Range Rover et tirer et par la suite le titre d'anomalie. Je vous donne juste un exemple. Et vous détaillez quand vous voulez. Juste, on doit avoir le maximum d'éléments qui peut aider à solutionner l'anomalie. Pour les rôles et responsabilités, vous avez le choix. Si vous êtes une société qui travaille, les mêmes personnes travaillent pour plusieurs clients. Dans ce cas, à la base, c'est les mêmes personnes qui vont tester. Dans ce cas, vous pouvez le noter au niveau de cette partie. Mais moi, j'opte pour tout ce qui est dans la partie de plan de thèse. Comme ça, même s'il y a un départ, une personne qui rejoint la société, c'est pas la peine à chaque fois qu'on mette à jour la stratégie de thèse. Sauf si ici, on doit juste rajouter, et juste, on rajoute pas le nom de personne, mais c'est juste les rôles et responsabilités. Par exemple, on note pour peut-être, on va dire que l'AMOA, c'est lui qui va s'occuper de la partie de la rédaction des spécifications. Même si on sait à l'avance qui fait quoi, mais on précise au niveau de la stratégie, voilà les rôles. Voilà, on a le poste AMOA, c'est lui qui va faire tout ce qui est rédaction des spécifications fonctionnelles. Pour les testeurs, on va faire pour un testeur confirmé, il peut faire sûrement l'exécution de thèse, la conception de thèse. Il peut aussi aider à faire l'arbitrage au niveau de tout ce qui est plan de test, par rapport à la criticité, priorité, tout ça. On peut mentionner pour un testeur junior, on doit le donner juste l'exécution et peut-être la montée en compétence au niveau de la conception et aussi peut-être la conception de test. Pour un testeur, soit qu'on a tout le monde fait aussi la conception, l'exécution et aussi l'automatisation du test, soit qu'on a un testeur à part. Si on fait de l'agilité, on a un testeur agile et une personne qui fait que l'automatisation du test. Dans ce cas, on peut noter pour la personne qui fait l'automatisation du test, voilà ce qu'on a besoin de lui, qui fasse la compréhension du besoin, par la suite la rédaction, la création des scripts, la mise à jour des scripts existants en cas où on a des changements au niveau de l'existant. On peut noter, voilà les rôles, voilà que chacun doit faire, par la suite aussi les responsabilités. On peut faire un rappel, par exemple à chaque fin d'exécution, on demande de la personne, par exemple au testeur, qui fournit tous les éléments après l'exécution du test, les livrables, le test manager, par exemple les tâches qu'il doit faire, il doit fournir impérativement des livrables, les indicateurs, les métriques. Et on peut noter au niveau de la partie de livrables, les livrables qu'on attend de chaque équipe. Peut-être un plan de test sur, par exemple, un outil spécifique, par exemple ALN, un rapport final de qualification
qu'est-ce qu'on a fait le test, les tests qui ont été OK, cas, les anomalies créées, l'avancement, les tests qui étaient bloqués, qu'on n'a pas réussi à les dérouler, pourquoi. S'il y a d'autres livrables spécifiques au projet, c'est mieux de le mettre au niveau du plan de test et non pas au niveau de la stratégie de test. Toujours au niveau de mesures de test et métriques, vous pouvez au niveau de votre organisme rajouter d'autres indicateurs de qualité. Par exemple, le nombre de défauts bloquants corrigés, le nombre d'anomalies ouverts par sévérité, le nombre de tests passés par rapport au nombre de tests prévus, le nombre de tests failed par rapport au nombre de tests prévus, le nombre de cas de tests par statut, c'est-à-dire les cas qu'on a pu les tester, les tests qui sont KO, les tests qui ont été bloqués, la raison pourquoi on n'a pas pu les tester. Et par la suite, au niveau de reporting, vous pouvez faire par exemple un reporting par rapport à anomalie, le suivi d'anomalie, reporting l'avancement quotidien de l'équipe et aussi ou peut-être l'avancement quotidien du projet. Là, on a vu la stratégie de test et les éléments qui sont recommandés à ajouter au niveau de la stratégie de test. Mais comme j'ai dit, et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez selon la structure de votre société, selon les clients avec lesquels vous travaillez. Si vous utilisez des outils qui sont standards pour tous les clients, dans ce cas, c'est mieux de les rajouter au niveau de la stratégie de test. Si vous avez des clients spécifiques, vous pouvez chaque élément l'ajouter au niveau de plan de test. À vous de voir. Mais normalement, ça, je dois insister à le dire. Au niveau de la réalité, il y a toujours un abus. Parfois, on trouve qu'il y a des sociétés qui utilisent un plan de test et les nommer stratégie de test, ou d'autres sociétés qui n'utilisent carrément pas les stratégies ni le plan de test. Ils font juste des réunions, ils tracent ça et par la suite, on démarre la conception directement depuis les spécifications. Or, ça c'est pas très bien puisque on sait pas, on n'a pas tracé très bien notre plan, qu'est-ce que la sévérité de chaque scénario. Du coup, c'est mieux de respecter ça. Comme ça, vous démarrez avec des bonnes bases pour continuer au niveau du projet. Comme ça, vous aurez carrément les éléments pour s'assurer le suivi d'avancement de votre projet, les métriques pour avoir une vision. Si par la suite, on commence à dériver, on peut voir d'où vient le problème, on peut faire carrément... on peut rattraper. Mais si on n'a pas ni les métriques nécessaires, ni on n'a pas un plan de test qu'on va le suivre pour faire notre campagne, pour suivre notre projet, et on n'est pas sûr si on va faire un bon produit à la fin. Là, on passe au plan de test et on va voir les éléments à mettre au niveau de notre plan de test. La première des choses qui est très essentielle, il faut noter les éléments à tester et non pas tester. Pourquoi on fait ça? Déjà, pour qu'on trace qu'est-ce qu'on va tester, et aussi on va pas on va pas faire de la conception ni de l'exécution pour les éléments qu'on ne va pas tester. Et aussi, si on constate qu'il y a des anomalies au niveau de la production, on vérifie qu'on sera protégé. On va déjà mentionner, on va vérifier si cette anomalie c'est au niveau de la partie qu'on n'a pas testée. C'est pour cela qu'il faut le tracer. Pourquoi il y a des éléments qu'on teste et d'autres qu'on va pas tester? Tout simplement, parfois, on a une partie qu'on a externalisée à une autre société. On voit plusieurs sociétés. Si c'est un projet qui est un gros projet, on ne peut pas tout tester. Dans ce cas, on externalise les tests. Parfois, on a des éléments qu'on a dit qu'ils ont été testés par d'autres niveaux. Du coup, on va pas faire de la redondance. Et on confirme qu'on va pas, on prend le risque qu'on va pas refaire tous les tests. Dans ce cas, on les note au niveau du plan de test. Et dans ce cas, on note les éléments à tester et les éléments à ne pas tester. Par exemple, voilà, si vous utilisez toujours les SFD, les spécifications fonctionnelles détaillées, on va noter les exigences qu'on va tester et les exigences au niveau de cette évolution qu'on va pas tester. D'accord? Et là, par la suite, on mentionne le calendrier du test et le budget. Ça, c'est très important. Comme ça, on informe tout le monde comme quoi on va démarrer la campagne de test au niveau de cette date. D'accord? Et parfois, on mentionne les critères, c'est pas parfois, c'est... On doit noter aussi les critères d'entrée et les critères de sortie. Les critères d'entrée, ça nous aide au niveau du calendrier. Par exemple, on a dit que, par exemple, le 1er novembre, on va démarrer la campagne de test. D'accord? Et on note
au niveau de notre campagne, les critères d'entrée. Par exemple, minimum, on doit avoir le livrable, la version qu'on va tester et aussi toute la documentation à jour. Par exemple, les spécifications fonctionnelles, les schémas qu'on demande et tout. Si on n'a pas eu le livrable, ou on demande aussi, si on attend aussi des droits, si on n'a pas tous ces éléments, on va pas démarrer la campagne de test. Et aussi, on sera protégé parce que ça, on l'a précisé au niveau de notre plan de test. On démarre avec les critères d'entrée. Voilà ces éléments et voilà la date. Tant qu'on n'a pas ces éléments, on ne peut pas démarrer. Ça se justifie parfois. On a des sociétés qui notent pas le calendrier, ils notent pas les critères d'entrée. Il y a un retard au niveau du développement et par la suite, c'est l'équipe de validation qui subit ce retard. C'est eux qui doivent tester rapidement, c'est eux qui doivent faire soit des heures sup, soit de faire à la dernière minute une réunion comme quoi ils vont pas tester quelques éléments. Or, ils n'ont pas tracé ça. C'est mieux de noter ces éléments pour comme ça, voilà ce qu'on fait. C'est comme on trace notre plan de travail avec les dates, les critères avec lesquels on démarre et aussi les critères de sortie. Et là, les critères de sortie, parfois on demande à l'équipe qui fournit un reporting, par exemple, pour tous les preuves de test, pour chaque testeur, les cas de test qu'il a testés, les captures d'écran, le bilan par rapport à ces cas de test, les difficultés qu'il a eues par rapport à ces cas de test. Comme ça, la prochaine fois, on peut, soit qu'on fasse de la documentation de plus par rapport à ce sujet, soit l'accompagnement par rapport aux personnes qui sont juniors sur ce sujet. C'est juste pour avoir une idée sur l'avancement de l'équipe et aussi l'avancement du projet. Là, en revenant au niveau du budget, aussi il faut noter le budget pour vérifier lorsqu'on va faire les cas de test, les scénarios et tout ça. On va savoir le chiffrage exact de cette campagne. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'on a noté au niveau de le nombre de scénarios qu'on va créer, les cas de test qu'on va rédiger et tout? Est-ce qu'il est cohérent par rapport au budget? C'est pour cela qu'il faut noter le budget, le calendrier du test et aussi les cycles d'exécution. Ça, on a dit qu'il devrait être aligné avec le budget et aussi le calendrier du test opérationnel. On donne pas juste une date de début de la campagne juste comme ça, mais on fait des réunions avec l'équipe de développement. On sait, c'est eux qui nous confirment comme quoi on aura au maximum le livrable le jour J. Et dans ce cas, nous, on fait de telle sorte que tout soit correct, qu'on prépare par exemple les environnements et tout pour cette date. C'est pour cela on choisit une date de démarrage de cette campagne de test. Et là aussi les cycles d'exécution avec le plan de livraison du logiciel, les relations et livrables au sein de l'équipe et entre le test et les autres personnes au département. Ça, c'est très bien. Ça aussi, on peut le noter au niveau des critères d'entrée. Par exemple, on a besoin des livrables et aussi les autres personnes ont besoin de livrables à la fin de notre campagne. Par exemple, un bilan de tests, nous, on doit les fournir à la fin de notre campagne de test. La définition de quels articles de test sont dans le périmètre ou hors du périmètre de chaque niveau de test décrit. Les critères spécifiques d'entrée, les critères de continuation, suspension et reprise et les critères de sortie pour chaque niveau et les relations entre les niveaux. Ça, les critères de suspension, parfois, on trouve dès le démarrage lorsqu'on commence l'exécution du test, on trouve qu'en quoi on a des bloquants. Dans ce cas, on sait à l'avance, même si on va continuer l'exécution de la campagne, normalement, on va faire la décision d'un no-go. Dans ce cas, on note à l'avance comme quoi les critères, si on constate par exemple deux bloquants au niveau de cette version, on va stopper les exécutions. Dans ce cas, on peut les noter au niveau de notre plan de test. Mais si c'est général pour l'ensemble de la société, dans ce cas, c'est mieux de le mettre au niveau de la stratégie de test. Mais parfois, c'est spécifique selon la criticité de chaque projet. C'est pour cela que c'est mieux de le noter au niveau du plan de test. Là, les risques du projet de test. Là, on a déjà vu au niveau de la certification STQB les risques projets et les risques produits. Là, pour rafraîchir la mémoire, je vous donne une idée par rapport aux risques.
Là, pour distinguer le risque projet et le risque produit, les risques projets, c'est tout ce qui peut impacter le projet, par exemple l'effectif, le budget, le déroulement du projet lui-même. Et par rapport à l'application, c'est tout ce qui peut impacter qu'on aura à la fin un produit de bonne qualité. D'accord? Le projet, c'est tout ce qui est chiffrage, calendrier, l'effectif, le départ d'une personne qui a de l'expérience, l'arrivée des personnes qui sont juniors, le temps de le monter en compétences. Tout ça, on les note au niveau des risques. Et aussi, les risques, il faut les noter avec le niveau, que ça soit critique, mineur, majeur. Comme ça, on les cite au départ au niveau de notre plan de test. Comme ça, on sait à l'avance qu'on a des risques avant de démarrer carrément notre campagne de test, et si on a la possibilité de contourner des risques qu'on aura par la suite, par exemple le départ des personnes, comment on peut trouver une solution, est-ce qu'on va demander à d'autres projets d'avoir des ressources juste provisoirement le temps qu'on va recruter des personnes, ou le temps d'en faire la montée en compétence des personnes qu'on a au niveau de l'équipe. Il faut noter tout ça. Aussi au niveau du risque projet, ça se trouve que pour la première fois au niveau de cette campagne, on va travailler avec l'automatisation du test et l'équipe ne maîtrise pas l'automatisation. Il faut noter qu'en quoi on a un risque, il faut avoir des formations. Si on est en période de vacances, par exemple la fin d'année, on peut noter qu'en quoi on a un risque des personnes qui sont en congé, des personnes qui ont des compétences, par exemple au niveau de la gestion des bases de données, l'administration et tout. En cas de besoin, si on a besoin des accès ou en cas de problème, on serait bloqué. Dans ce cas, il faut les noter au niveau des risques de produits. On peut aussi noter l'indisponibilité des environnements, l'indisponibilité des outils. Tout ça, on peut, selon le contexte de votre projet, si vous constatez que vous avez par exemple des déconnexions par rapport à des outils spécifiques, vous pouvez le noter au niveau des risques. Comme ça, même si vous avez eu des déconnexions, par exemple pendant 2 heures pour chaque personne, si vous êtes 6 personnes au niveau de l'équipe, c'est presque 2 journées de travail. Il faut les préciser qu'on part. Vous informez déjà à l'avance que vous avez un risque par rapport aux outils que vous utilisez. De temps à autre, il y a des déconnexions pendant l'utilisation de cet outil. Du coup, pour faire simple, vous pouvez juste catégoriser tous les risques que vous pouvez avoir au niveau de votre projet, aussi au niveau de l'application. Par exemple, au niveau de l'application, tout ce qui peut bloquer que vous aurez un produit à la fin de bonne qualité, que ce soit le logiciel ne peut pas remplir les fonctions attendues au niveau de spécification. Le logiciel peut ne pas remplir les fonctions attendues selon les besoins de l'utilisateur, du client ou des parties prenantes. Il y a pas mal d'exemples que vous pouvez aussi trouver au niveau de syllabus de la certification STQB. Il vous donne pas mal d'exemples, que ce soit sur le risque projet et le risque produit. Comme ça, vous pouvez le répertorier sur un fichier. Et selon la campagne de test que vous avez, vous pouvez noter les risques selon cette campagne. Vous pouvez aussi noter l'équipe qui va participer au niveau de cette évolution. Et ça simplifie la tâche lorsque vous travaillez sur un projet où il y a plusieurs interlocuteurs, par exemple plusieurs AMOA, plusieurs personnes qui s'occupent au niveau de développement. On peut simplifier la tâche comme quoi voilà les personnes qui s'occupent de cette évolution avec lesquelles on peut communiquer en cas de besoin. Voilà les AMOA qui sont délégués à cette évolution, et aussi les personnes avec lesquelles on va faire les réunions. Ça selon, comme on a dit, selon la structure de votre société. Si c'est un sujet qui est géant, où on a plusieurs personnes, c'est mieux de noter au niveau de l'équipe, les personnes et aussi les rôles. Comme ça, on sait à qui on peut s'adresser en cas de besoin. Si on a des problèmes liés aux spécifications fonctionnelles, on peut demander de l'aide auprès de la personne X. Si par la suite on constate qu'il y a des anomalies, on va rediriger tous les tickets qu'on a créés par rapport aux problèmes d'anomalie à cette personne. Si on demande, normalement, une fois qu'on a le deadline, on va commencer, par exemple, on a la préparation de l'environnement, on va commencer la conception, on sait qui va faire la conception, qui va faire l'implémentation et la création des jeux de données, qui va faire l'exécution. Ça se trouve que c'est la même personne qui va faire plusieurs tâches, mais quand même, on sait. Comme ça, si la personne demande une information par rapport à la conception, on sait à qui on peut demander ça. Et ça simplifie la tâche, tout simplement. On aura une vision
par rapport à qui fait quoi et quand. Si vous avez déjà au niveau de votre plan de test le calendrier avec aussi l'équipe, et aussi à la fin, c'est mieux de faire rappel aux critères de sortie, comme quand on demande à chaque personne, si on a fait la conception, d'avoir tous les éléments qui ont aidé à faire la conception du test. L'exécution, on doit avoir les preuves de test, tous les éléments nécessaires lorsqu'on a finalisé l'exécution de test, puisqu'on a un bilan avec le nombre de tests qui sont OK et les nombres de tests cas. Mais comme on a pu constater que ce sont des tests cas, on doit trouver des preuves de test, des anomalies qui ont été créées, et c'est pour cela c'est mieux de faire rappel par rapport à tout ça. Comme ça on trace, à la fin on aura un bilan qui englobe tous les métriques nécessaires de cette campagne. Ça simplifie la tâche pour avoir l'avancement du projet, et aussi lorsqu'on veut retravailler sur le même sujet, on peut juste voir qu'est-ce qu'on a fait directement à partir de bilan. On aura une idée claire, et aussi si on va travailler sur des sujets similaires, à la fin lorsqu'on fait le bilan, on note les éléments qui étaient positifs et les éléments négatifs ou améliorés. Normalement c'est pour tirer des leçons, et ça nous aide pour les prochaines évolutions. S'il y a des remarques, il faut les éviter. Aussi, s'il y avait des risques qu'on a oubliés et qu'on a eu ça au niveau de cette campagne, il faut les noter au niveau de prochaines campagnes. C'est pour cela c'est mieux de tracer et de demander à chaque personne qui va participer à la campagne de tracer de son côté les éléments selon sa participation au niveau de sujet, que ce soit au niveau de l'exécution, la conception ou la préparation de jeux donnés. Là aussi, au niveau du plan de test, c'est mieux d'introduire une partie où vous allez noter les points clés de cette évolution. Qu'est-ce qu'on est censé de tester? Là, on a noté ça au niveau des éléments à tester et non pas testés. Mais quand même, c'est mieux d'avoir au moins 2 lignes comme une introduction par rapport à l'évolution. Qu'est-ce qu'on est censé faire par rapport à cette évolution? Qu'est-ce qu'on va corriger? Ou peut-être qu'est-ce qu'on va implémenter de plus au niveau de cette évolution? Comme ça, on aura une idée. Lorsqu'on va avoir l'introduction de ce plan de test, on sait de quoi il s'agit. Aussi, il faut noter les scénarios. Ça se trouve que vous avez le plan de test, ou vous pouvez aussi mettre un fichier à part par rapport à tous les scénarios avec la criticité, l'arbitrage qu'on a fait, ou vous pouvez le mettre au niveau du même fichier, à vous de choisir. Si vous faites le plan de test au niveau d'un fichier Word et par la suite vous voulez mettre un fichier Excel avec un tableau où il y aura les scénarios bien détaillés, avec le score de chaque scénario, à vous de voir. Mais voilà le principe au niveau du plan de test, voilà les éléments qu'il faut le mettre au niveau du plan de test, et aussi les scénarios qu'on va tester, les scénarios qu'on va pas tester, et le score de chaque scénario lorsqu'on va le tester, et les exigences. On va voir selon les risques. Ce risque, on le discute avec l'équipe qui vont participer au niveau du plan de test par rapport à est-ce que ça prend énormément du temps au niveau du développement. Du coup, on peut dire qu'il y aura pas mal de défauts dedans. Ou peut-être selon les testeurs, s'ils ont déjà eu de l'expérience au niveau de sujet, ils ont constaté au niveau de la production, on a eu pas mal d'anomalies par rapport au sujet. Dans ce cas, le score va être très élevé, et c'est pour cela on aura des scénarios qui ont la criticité élevée, d'autres moyens et d'autres qui sont mineurs. Et par la suite, selon notre arbitrage, ça se trouve que déjà au niveau de la stratégie, vous avez noté un tableau. Il y aura par exemple pour les P1, il faut noter, par exemple, il faut tout tester. Pour les P2, il faut tester par exemple 80% minimum. Pour les P3, même si on ne teste que la moyenne, ce n'est pas grave. Et aussi, vous pouvez noter, par exemple, pour tous les P1, une fois qu'on a un bloquant ou 2 bloquants, on arrête l'exécution. Par exemple, pour les P2, par exemple, priorité 2, on peut continuer. Par exemple, on peut tolérer qu'on aura 2 anomalies. C'est à vous de voir au niveau de l'arbitrage, au niveau de votre équipe. Ça se trouve que vous avez un arbitrage déjà prédéfini par rapport au risque que vous allez mentionner au niveau de la stratégie, et par la suite, soit que vous faites juste rappel par rapport à ça au niveau de plan de test, mais quand même vos scénarios, vous allez les scorer et vous aurez les priorités selon les risques que vous avez constatés pour chaque exigence au niveau de votre campagne de test. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne
et likez la vidéo. Comme ça, YouTube peut proposer la vidéo à d'autres personnes. Je vous souhaite une excellente journée.